Donc bonjour à toutes et à tous. Donc même si des personnes continuent à arriver, donc on va démarrer cette conférence. Donc quelques mots introductifs. Donc cette conférence est organisée dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération Addiction et le programme D3S Sciences sociales, drogue et société de l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc cette année, nous avons choisi de présenter des résultats de recherche et des expériences de terrain sur la question de genre, minorité sexuelle et empowerment. Et donc, en fait, une partie de ces présentations s'intègre dans le cadre d'un projet international qui s'appelle Gender Harp. Donc, j'ai le plaisir de coordonner pour la France avec Karine Bertrand au Canada et André Lemaître, un collègue belge. Et puis, donc, nous vous présenterons donc, avec Karine des résultats de cette recherche qui a été faite dans une démarche participative. Et puis, nous avons le plaisir également d'avoir aujourd'hui dans cette conférence donc, Anne Baptiste, qui est pharmacien au CEIP de Paris, et Isabelle Roux, qui est directrice du CARUD Charonne-Opélia à Paris. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, en fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est des présentations d'environ 15 à 20 minutes. Ensuite, je prendrai, après chaque présentation, quelques minutes de questions qui sont des questions vraiment relatives à la présentation, donc des questions d'éclaircissement, par exemple, à la fin de chaque présentation. Et ensuite, on aura un débat plus global à la fin sur l'ensemble de la thématique, où l'idée, c'est que vous puissiez également, que cet espace devienne un espace d'échange sur les pratiques professionnelles, sur ces questions de genre et de minorité sexuelle, parce que les recherches que nous allons vous présenter avec Karine et Anne sont nourries également du travail des acteurs de terrain, du travail que fait Isabelle, par exemple, à Opélia, du travail que vous faites également. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce temps d'échange avec vous. Donc, je vais passer la parole à Anne, et ensuite, donc, on aura un petit temps de questions. Donc bonjour. Alors on m'a demandé de vous parler des femmes. Donc je ne vais pas être dans la minorité sexuelle, mais plus dans la moitié de l'humanité. Voilà, pour voir si les femmes sont plus vulnérables ou non. Donc juste pour un petit rappel, donc je travaille en addictovigilance. L'addictovigilance, c'est quoi? C'est en gros de la veille sanitaire sur les substances psychoactives, aussi bien les drogues que les médicaments. On est regroupé en centres un peu sur toute la France, il y a 13 centres. Et on est chargé également de faire des conduites de travaux de recherche spécifiques. C'est donc dans ce cadre que je vais vous présenter différents travaux. Et je vais essayer de vous mettre en lumière un peu la différence entre l'homme et la femme, mais sous l'angle du genre et pas sous l'angle du sexe biologique. Et donc, je vais vous expliquer ce que c'est que le genre, même si je pense que vous savez déjà. Donc, à travers une première enquête chez les étudiants, un deuxième point sur les données, est-ce qu'on a une toxicité différente en fonction de l'homme et de la femme et des substances, un petit point sur les vulnérabilités qu'on peut avoir dans nos données d'addictovigilance. Je vais vous présenter aussi une enquête sur l'empowerment des femmes sur le crack. Et enfin, je vais vous parler vulnérabilité chimique. Donc juste, je suis obligée de vous faire la définition du genre. Donc on entend par genre, en fait, les rôles, les comportements, les activités, les fonctions et les chances qu'une société, selon la représentation qu'elle s'en fait, considère comme adéquate pour les hommes et les femmes. Donc on voit bien, en fait, que cette définition va changer avec le temps, va changer avec le lieu. Donc ça va également définir des relations interpersonnelles et donc des répartitions de pouvoir. Donc cette problématique va, en fait, si on ne se conforme pas aux normes, donner des risques de stigmatisation, de pratiques discriminatoires ou d'exclusion sociale. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler. Donc, à travers une première enquête chez les étudiants, donc quels sont les usages chez les étudiants à travers l'enquête COSIS. Donc, c'était une enquête qui était pour essayer de déterminer l'usage actuel de substances psychoactives chez les étudiants en France, une enquête nationale. Et donc, ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est que les étudiantes, le premier produit qu'elles vont consommer en dehors de l'alcool et du tabac, eh bien, ce sont les médicaments.
médicaments psychoactifs, bien sûr, hein. Donc avec certainement une construction genrée. Donc on peut lire par exemple dans certaines publications des questions. Je vais poser beaucoup de questions et je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes, je vous préviens tout de suite. Donc ça va être est-ce que ce sont les hommes qui ont éloigné des femmes l'accès aux plantes des dieux? Est-ce que ce sont les femmes qui ont pris elles-mêmes des distances par rapport aux substances qu'elles considéraient dangereuses pour elles, puisque modifiant les comportements et les relations sociales? Alors qu'est-ce qu'on entend par médicaments psychoactifs? Quand on regarde sur la droite, on va retrouver quoi? Des codéinés, des benzodiazépines, des anxiolytiques sédatifs hors benzodiazépines, des opioïdes morphiniques, voire même des stimulants. Donc il n'y a que les stimulants qui vont être supérieurs chez les hommes, tout le reste c'est la femme qui est prédominante dans les usages. On voit sur la gauche les substances non médicamenteuses, majoritairement pour chaque substance ce sont des hommes qui consomment, bien sûr avec une porosité certaine entre les deux, et donc une consommation qui est en lien avec les constructions sociales, culturelles, genrées, donc l'image sociale de la femme consommatrice de substances c'est une image de femme déviante. La femme, est-ce qu'elle serait plus docile que l'homme? Est-ce qu'elle serait plus conformiste que l'homme? Et donc dans ce cadre-là, est-ce qu'elle consommerait pas plus de médicaments, moins de drogue? Ce sont des questions, je n'ai aucune réponse et je ne suis pas en train de dire que la femme est docile. Je suis juste en train de dire que notre société nous impose des images et ces images, on doit y répondre. Et donc on s'adapte. Alors on peut penser... Oui. Je suis désolée d'être une femme pour parler de tout ça. J'aurais pu être un homme, mais par contre, je suis contente parce qu'il y a quelques hommes dans la salle. Alors, si on regarde les médicaments, donc les médicaments, est-ce qu'ils sont sous prescription ou pas? Donc, que ce soit l'homme ou la femme, on a donc, au niveau du mode d'obtention, on peut être dans du hors prescription, donc du hors suivi. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme mode d'obtention? Directement dans l'armoire à pharmacie familiale, les étudiants vont rechercher quoi? Une anxiolyse, une antalgie, un effet sédatif ou une stimulation. Et donc, dans ce cadre, un étudiant sur 4 qui consomme un anxiolytique, par exemple le bromazépam, le fait hors prescription médicale. On va retrouver également beaucoup de dons, 30% en ce qui concerne les codéinés, également des achats sur Internet. Sur les questions chez les étudiants par rapport au bien-être, au stress et au genre, la femme se sent plus stressée, elle a plus de pression scolaire, elle a un bien-être plus bas et elle a plus de mal à gérer son temps. Donc toujours des questions sans réponse. Est-ce que les contraintes sont supérieures pour les femmes en fonction de leur position sociale, de leurs conditions économiques? Est-ce que maintenant qu'elles ont accès à l'éducation, à un futur emploi de cadre, entre guillemets, est-ce qu'en fait, on a le poids de l'histoire qui nous pèse encore sur les épaules et c'est pour ça qu'on a ce stress de trouver une indépendance? Est-ce que c'est la persistance du gender gap qui fait qu'on a toujours cette différence qui est retrouvée? Alors on avait posé aussi toujours chez les étudiants une question sur la conduite dopante, sachant que c'est défini par la consommation d'une substance pour affronter un obstacle réel ou ressenti, et ou pour améliorer des performances, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou artistiques. Et dans ce cadre, les femmes, bien sûr, consomment des médicaments pour augmenter leur concentration, augmenter leur vigilance et leur réveil, gérer le sommeil, gérer le stress, alors même que 1,6% vont déclarer être dépendantes aux médicaments, et les hommes sur la droite vont consommer majoritairement des substances non médicamenteuses pour ces mêmes effets, et on a 5% qui vont déclarer une dépendance à ces substances non médicamenteuses. Alors si on fait une synthèse, concrètement, la conduite dopante, c'est l'utilisation de substances par les étudiants dans 19% des cas pour gérer leur stress, dans 14% pour gérer le sommeil. On voit qu'ils utilisent aussi bien les drogues que les médicaments. Au niveau des révisions et des examens, ils vont utiliser surtout les médicaments. Les substances non médicamenteuses sont surtout utilisées pour gérer le stress. Les médicaments, c'est surtout pour gérer le sommeil. On peut voir par rapport aux médicaments, donc sans surprise, c'est les femmes qui utilisent ces médicaments, que ce soit gestion du stress, gestion du sommeil ou pendant les révisions et les examens. De la même façon pour les substances non médicamenteuses, c'est majoritairement les hommes. Et si on fait une synthèse, on voit qu'en fait, les hommes gèrent plus le stress avec les substances que les femmes, puisqu'ils sont à 20% versus 17%. Donc les femmes, en fait, elles ont d'autres techniques d'adaptation que les substances pour gérer leur stress. Et par contre, les femmes, on voit qu'elles vont vraiment utiliser des médicaments au moment des révisions et des examens. Et donc ça pose la question de la réussite scolaire, certainement dans une pression pour une certaine indépendance. Et donc c'est encore les mêmes idées qui tournent. Donc par rapport aux étudiants, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a bien une représentation sociale liée au genre féminin, fragilité, sensibilité,
expression verbale, ou masculin, virilité, résistance au mal et prise de risque, qui sont le reflet des consommations possibles, en tout cas à ces âges-là. On peut parler d'une surprescription des femmes, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de médicaments qui sont également sur prescription, avec l'image de la jeune femme pour le soignant. Donc le soignant, il voit arriver une jeune femme, elle se dit stressée, elle ressort avec une benzodiazépine, il voit un jeune homme qui se dit stressé, il lui conseille de faire un peu de sport. Donc ça, c'est une différence qui est importante. Or, on sait que les femmes sont plus susceptibles d'utiliser les opioïdes sur ordonnance en autothérapeutique pour gérer anxiété ou stress. On sait qu'elles peuvent arriver dans une dépendance plus rapidement. Donc toujours cette question, pression pour l'indépendance supérieure chez la femme, point d'interrogation. On sait également qu'il y a une obligation d'indépendance pour l'homme qui doit subvenir à sa famille, aux besoins de sa famille, etc. Et ça pèse aussi sur ses épaules. Donc la question toujours entre lâcher prise nécessaire et accroche aux produits chez les étudiants qui semble importante. Voilà, alors la question qui va être notre fil rouge, les femmes sont-elles plus vulnérables ou différemment vulnérables que les hommes ? Alors un deuxième point sur la toxicité des substances, est-ce qu'on est égaux hommes et femmes face aux substances? Donc il y a une étude européenne dans les services d'urgence qui va rapporter qu'un patient sur 4 traité pour une intoxication aiguë suite à la consommation récréative de substances est une femme. Dans ce cadre-là, les femmes qui consultent aux urgences sont plus jeunes et il n'y a pas ou peu de différence sur l'état clinique et la prise en charge. En tout cas, c'est ce que rapportent les urgentistes dans cette enquête. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est une surmortalité à la cocaïne chez la femme usagère de cocaïne, qu'on va retrouver également dans l'enquête DRAM, c'est le graphique du bas. Donc l'enquête DRAM, c'est une enquête qui surveille les décès sous substances psychoactives en France, qui est gérée par la dictovigilance. Et dans la région Île-de-France, on voit qu'il y a une surmortalité des femmes. On peut poser la question du rôle des hormones, puisqu'il semblerait qu'en fonction du cycle menstruel, les femmes vont ressentir plus ou moins les effets subjectifs de la cocaïne. Dans ce cas-là, peut-être qu'elles vont augmenter les doses avec une toxicité qui peut être supérieure. On a également des publications qui vont parler de surmortalité des opiacés chez les hommes, avec des normes masculines qui poussent les hommes à prendre plus de risques, à consommer seuls et à ne pas demander d'aide médicale. Par ailleurs, on a une étude américaine qui indique que les femmes sont plus à risque de décès par surdose au cours des premières années d'injection d'héroïne. Une explication serait qu'elles utilisent en co-consommation de l'héroïne des médicaments sur ordonnance, une combinaison dangereuse. Dans ce cadre-là, on retrouvera des benzodiazépines, des opioïdes, donc à 40% versus 20% chez les hommes. Et donc, ça peut être une accroche pour les centres, pour ces femmes. Pour parler de coprescription. On voit sur le bas les décès opioïdes en France, avec une mortalité chez les femmes qui est supérieure à 20%, alors qu'il est communément admis qu'elles sont usagères à 20%. Donc ça pose quand même cette question de la surmortalité des femmes face aux substances et d'une toxicité peut-être supérieure. Les femmes sont-elles plus vulnérables ou différemment vulnérables? C'est toujours la question. Je vous fais juste un petit interlude sur les médicaments psychoactifs et le genre. Je suis désolée, je parle vite parce qu'en fait, j'ai beaucoup de diapos, donc voilà. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses, j'enfonce des portes ouvertes. Donc par exemple, femme et antalgie, j'enfonce une porte ouverte. La femme est la plus grosse consommatrice de médicaments antalgiques en France, mais pas que. Donc que ce soit les opioïdes faibles ou les opioïdes forts, vous voyez, on est quand même largement au-dessus des hommes. Alors, est-ce que c'est une réalité clinique ou pas? En tout cas, les femmes constituent la grande majorité des patients souffrant de douleurs chroniques ou aiguës. Il y a la question est-ce que les femmes ressentent plus de douleurs que les hommes, etc. Est-ce que c'est une surprescription dont on a parlé tout à l'heure? On peut aussi poser les questions du poids des facteurs socioculturels, psychologiques et expérientiels. Concernant les MSO, les femmes sont à 23%, que ce soit la buprenorphine ou la méthadone. Donc pour reparler de l'antalgie, j'ai trouvé que c'était intéressant quand même de savoir que donc il y aurait une différence entre hommes et femmes face à la douleur qui est liée au sexe mais aussi au genre, avec une prévalence de douleur supérieure chez la femme, avec un seuil de douleur et une tolérance qui est plus bas, qui serait plus bas. Je ne suis pas en train de dire des vérités, je ne sais pas, je pose des questions. Il y aurait par contre un vécu douloureux et des stratégies d'adaptation différentes entre hommes et femmes. Ça veut dire quoi? La femme, elle consulte et l'homme, il minimiserait la douleur. La douleur est modulée par des facteurs biologiques, psychologiques, familiaux. Par exemple, le ressenti de la douleur chez la femme est différent en fonction du cycle menstruel. Toutes ces différences de genre vont influencer l'état de santé et également l'accès aux soins, puisqu'on a vu que les normes masculines vont pousser les hommes à augmenter leur seuil de douleur et à moins se plaindre. Je pense que toutes les femmes ici pensent que c'est faux. Et donc les normes féminines, donc c'est l'acceptation et l'expression du symptôme. Donc
Voilà. Donc la prévalence de la douleur, alors ça c'est un point important, la prévalence de la douleur est plus élevée chez les personnes ayant subi ou subissant des violences physiques et psychologiques, et dans ce cadre-là c'est un tiers des douloureux chroniques, et donc les femmes sont quand même beaucoup plus à risque de ces violences, et c'est à rechercher dans l'anamnèse. Toujours dans des points importants et intéressants qui sont soulevés, la femme donc serait plus sensible à la douleur, d'où le taux de prescription plus élevé. Elle serait donc plus en demande d'aide médicale. Mais il y aurait aussi des stéréotypes de genre. Par exemple, le soignant, plus la femme parle de sa douleur, plus celle-ci serait sous-estimée et plus elle serait orientée vers une psychothérapie et pas un traitement médicamenteux. Alors même que les femmes montrent une progression plus rapide de la première utilisation de la substance vers le développement de la dépendance. Donc ça interroge. Les médecins remettent généralement plus d'ordonnances aux femmes. Ils prescrivent généralement des analgésiques opioïdes pour des périodes plus longues. Elles ont un accès donc très facilité, alors qu'elles auraient un risque de passage à la dépendance plus grand. Un dernier point important, les troubles anxieux-dépressifs, donc voilà, 2 fois plus de femmes. Est-ce que c'est lié à la constitution biologique? Il semblerait que non. Par contre, ce qui est retrouvé, ce sont vraiment les facteurs biopsychosociaux. C'est la précarité sociale et économique qui rend les femmes plus vulnérables aux troubles anxieux-dépressifs. Également, violence, agression sexuelle, harcèlement et monoparentalité seraient des facteurs de risque de dépression qui touchent principalement les femmes. On en a tous conscience. Par ailleurs, par rapport aux hommes, la souffrance psychique est sous-estimée, avec un taux de suicide élevé chez les hommes, plus élevé parce que sous-diagnostiqué. L'expression de la dépression chez l'homme va passer par de l'agressivité, va passer par de la consommation de substances, et donc on passera à côté de la dépression. Donc, femmes vulnérables ou différemment vulnérables. Je vais donc en venir aux données d'addictovigilance avec donc deux points. Donc, les données de notification que vont nous faire les médecins sur des troubles d'usage de substances à gauche, et à droite, les données d'Oppidum. C'est une enquête qui a lieu dans les structures addictologiques. Donc ce qu'on va retrouver déjà, c'est qu'un usager sur 4 dans les notifications est une femme, alors qu'à droite, dans les structures addictologiques, on n'en a plus qu'une sur 5. Donc déjà, on peut poser la question de cette perte de patients. Donc, est-ce que ce serait lié à la stigmatisation qui serait un obstacle aux soins pour les femmes? Au niveau des données sociodémographiques, on va retrouver exactement le même profil, que ce soit dans nos notifications ou dans les structures de prise en charge. Et clairement, la femme, elle a les enfants à charge, mais elle a des revenus plus réguliers, des logements stables et moins de grande précarité que les hommes. Concernant les troubles d'usage de substances, on aura une égalité sur 5 femmes entre usage de substances médicamenteuses ou non médicamenteuses, alors que les hommes, il y en a donc 4 sur 5 qui vont être consommateurs de substances non médicamenteuses. Dans une polyconsommation qui sera retrouvée dans les 2 cas. Pour la femme, au niveau des substances impliquées, on aura de façon égalitaire benzodiazépine, cocaïne et opiacés médicamenteux. Et dans ce cadre-là, ce sera des opiacés sur prescription, notamment la codéine, alors que les hommes, pour les opiacés médicamenteux, ce sera du mésusage, notamment de Skénan dans nos données. Donc on voit bien que les femmes, il y a une prédominance de médicaments. Dans les données d'Oppidum, par rapport aux patients suivis dans les structures, pour les femmes, on aura une femme sur 3 qui sera dans une problématique de médicaments. On aura 3 hommes sur 20 qui seront dans une problématique de médicaments dans les structures de prise en charge addictologique. Et concernant le premier produit ayant entraîné une dépendance, on a un profil pareil entre hommes et femmes, héroïne, cocaïne, benzodiazépine, dans le top 3. Mais par contre, on a une prédominance des médicaments comme premier produit ayant entraîné une dépendance chez la femme. Dans ce cadre-là, benzodiazépine, opiacés et codéinés. Et donc, on voit bien l'importance du médicament chez la femme dans l'entrée en dépendance. Concernant les modes d'obtention, on verra pour la femme la prescription médicale et pour l'homme le deal de rue. Concernant les voies d'administration, la voie IV est très faible chez la femme, aussi bien dans les données de notification que dans les données d'Oppidum. La femme utilise 2 fois moins la voie IV que l'homme. Ok, ça va être super chaud. Oui, pour ça je précise. Alors voilà. Donc concernant les antécédents addictos, on a la moitié des patients qui ont des antécédents addictos, et les femmes, c'est plutôt des médicaments bien sûr. Concernant les antécédents psychiatriques, il y a 23% des patients et c'est toujours des femmes. Donc bien sûr un sous-diagnostic des hommes, on l'a vu. Et les antécédents douloureux, c'est à rechercher. Il y a peut-être une vulnérabilité par rapport à cette surprescription.
Comorbidité étus, santé mentale, on l'a vu, violence, agression sexuelle à revoir, stigmatisation. Une femme qui présente des conduites addictives est souvent plus stigmatisée qu'un homme. Donc il y a ce stéréotype de l'image de la femme usagère, fragile, victime, déchue, qui se néglige, etc. Je vous passe ça, c'était hyper bien, mais tant pis. Je vous parle c'est dommage. Alors donc là, voilà. Ouais, donc là c'était une étude qu'on a fait avec Safe qui est sur les nouvelles pipes à crack. Mais bon, dans ce cadre-là, on avait fait des focus group, des groupes de parole sur les usagers de crack. Et en faisant ces groupes de parole, on avait vu quand ils étaient mixtes que les femmes étaient en retrait avec des sujets tabous. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un groupe de parole femmes et crack. Ça a été vraiment, même s'il n'y avait que 4 femmes, c'était tellement fort ce qu'elles nous ont dit qu'on s'est dit qu'on allait vous le dire. Donc voilà, les résultats, paroles de femmes, de façon semblable aux hommes, si on leur demande crack et femmes, de façon semblable aux hommes, nous sommes dominés par le caillou au point de ne plus se respecter. Les mots qui ressortaient en termes négatifs, c'était solitude, tristesse, manche, danger, prostitution, violence, avec donc de la vulnérabilité, de la mise en danger des conditions de vie et de ressources très très précaires. Mais d'un autre côté, d'autres mots étaient ressortis. On parlait de femmes combattantes, survivantes, fortes, courageuses, avec des parcours de vie incroyables, et c'est certainement un levier parce que des facteurs protecteurs par rapport à ces femmes. Ce qui ressortait également, c'était que leur vision des hommes était unanime, ils étaient autoritaires, ils abusent et agressent sexuellement. Certains ne vivraient que grâce aux femmes, devenues esclaves sous leurs menaces. Donc on voit bien leur relation de pouvoir qui renforce la vulnérabilité des femmes. Elles se considèrent abandonnées par l'État, déplorent l'absence de solidarité entre elles. Et ça, c'est peut-être des facteurs protecteurs aussi, car elles sont en demande d'aide, on l'a vu. Et la solidarité, ça peut être un levier, parce qu'en fait, effectivement, elles rapportaient le fait qu'il n'y avait aucune solidarité entre elles, et je ne pense pas que ce soit la même chose chez les hommes. Leur message est clair, ne venez pas dans le monde du crack, les femmes y sont à la fois rien et tout, et ça veut tout dire. Là il y avait des stéréotypes de genre chez les soignants qui étaient hyper intéressants, mais je vais juste vraiment les balayer. La fragilité comme attribut féminin essentiel, alors qu'on a vu qu'elles étaient combattantes fortes et que c'était des survivantes. La dépendance affective des femmes liée à la consommation de crack, alors même qu'elles se font violer. Les stéréotypes de genre également qui passaient par la femme, elle doit savoir découper, faire des petits trucs manuels, ça fait partie alors que non, pas forcément. La femme également qui doit être responsable de ses enfants, de sa famille, etc. On reste dans des stéréotypes de genre. Donc il faut faire attention de ne pas centrer le soin sur la notion du rôle de la femme hétérosexuelle subordonnée à l'homme et pour qui la maternité est un élément réparateur de vie et du lien social, mais je pense qu'on en reparlera largement. Dysfonction sexuelle, c'était aussi super intéressant, mais on en parlera plus tard. Et je voudrais finir sur la vulnérabilité chimique parce que ça c'est important. Donc le Centre d'addictovigilance de Paris fait une étude sur la soumission chimique dans ce cadre-là. Il récupère les agressions sexuelles, les crimes et les délits en lien avec les substances psychoactives et on essaye de faire une évaluation pour séparer 2 cas, les cas de soumission chimique vraie, c'est-à-dire l'administration à l'insu de la victime d'une substance psychoactive à des fins criminelles ou délictuelles. Des cas de vulnérabilité chimique, ça veut dire quoi? C'est l'état de fragilité d'une personne induit par la consommation, cette fois-ci volontaire de la substance. On parle beaucoup de soumission chimique, on parle très peu de vulnérabilité chimique, alors que la vulnérabilité chimique, en fait, ça court les rues. Donc je voulais juste vous décrire un tout petit peu la vulnérabilité chimique. Donc ce sont des femmes très 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 majoritairement de tout âge, de 12 ans à 77 ans, avec une classe majoritaire 20-29 ans, avec des agresseurs qui sont bien sûr essentiellement des hommes, majoritairement non connus, agissant seuls ou en réunion, avec des agressions sexuelles à 95% et un petit point spécifique sur attention sur le chemin du retour parce qu'il arrive en top 5 du lieu de l'agression. Donc il faut toujours réfléchir à comment on retourne chez soi. Qu'est-ce qui est consommé? Majoritairement alcool, cannabis seul, mais aussi cocaïne, MDMA, LSD, kétamine, protoxyde, et en lien ou non avec en plus des traitements habituels, voire des mésusages médicamenteux. Donc bien sûr, nécessité de sensibiliser le grand public à la notion de consentement. Juste pour rappel, 5 mots forts sur le consentement. Il doit être libre, éclairé, enthousiaste, spécifique et réversible. Et également la nécessité de la sensibilisation des usagers au risque de vulnérabilité chimique. Oui, tout ça c'est la faute de l'agresseur, on est tout à fait d'accord, mais ça doit pas passer, on doit quand même pas passer à côté des messages de prévention. Et des facteurs de vulnérabilité ont également été
bien sûr identifier l'abus de substances en termes de binge, de polyconsommation, de mésusage de médicaments, les TUS et notamment l'alcoolodépendance chez la femme, mais aussi les antécédents d'agression, la précarité, les contextes de fugue de mineurs, les troubles psychiatriques, retard mental, handicap divers, et j'en passe. Et là, à la question femme plus vulnérable ou différemment vulnérable, clairement, là on est dans la femme vulnérable. En conclusion, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Nécessité d'une prise en charge globale avec l'évaluation de toutes les comorbidités pour des soins personnalisés. Et ça, je pense que c'est important. Il s'agit de soigner différemment pour plus d'équité en réalité. Et donc, après, il faut prendre en considération tout ce dont je vous ai parlé, les problèmes psy, la douleur, les médicaments, interroger la santé sexuelle, les dysfonctions sexuelles, le plaisir. Et attention, parce que des obstacles à un traitement efficace peuvent être aussi simples que de ne pas pouvoir trouver de garde d'enfants, ou de se voir prescrire un traitement qui n'a pas été suffisamment testé chez les femmes. Voilà, merci. Merci beaucoup Anne et merci surtout d'avoir pu tenir les temps. Je vais prendre est-ce qu'il y a quelques questions concernant des précisions et ensuite on passera à la deuxième. Non, c'est une question très simple. C'est quoi ce fabuleux médicament qui n'a pas été assez testé sur les femmes et qu'on prescrit? En tant que médecin, ça m'intéresse beaucoup. Tous. Donc comme ça, c'est clair. Non, il y a des recherches pendant des années. C'était uniquement chez les hommes, les essais cliniques, etc. Et par exemple, là, ne serait-ce que ce matin, j'ai lu par exemple que la morphine, en fait, n'aurait pas les mêmes effets chez l'homme et la femme en fonction des concentrations, etc. Il n'y a aucune adaptation de dose, qu'on soit un homme ou une femme. Méthadone, même dose. Subutex, même dose. Tout est même dose. On n'a pas le même poids quand même. Donc à un moment, je trouve que, non, je pense que c'est nécessaire. Les doses, ça n'a aucune importance. En matière d'opiacés, on adapte toujours aux résultats et aux... Si vous le dites, moi, il n'y a pas de dose. Je pose des questions, je n'ai aucune réponse. Ça va du simple au décuple, la dose pour un traitement opiacé, il n'y a pas de dose. Bon, enfin, je sais pas, c'est un peu spécieux, je trouve cet argument, parce que oui, c'est un argument théorique, parce que ça n'a pas été testé chez les femmes. Il faudrait voir la réalité de ce que ça implique en pratique. S'il y a vraiment des produits précis pour lesquels ça implique des différences importantes. Par rapport à ce que vous avez dit sur le rôle du cycle, ça c'est un truc qu'on ne connaît pas assez. Ça je suis d'accord. Mais bon, voilà. Juste pour compléter sur le premier élément, effectivement, ce que Diane a bien été démontré dans la littérature et c'est un fait effectivement bien connu au niveau international. On prend une deuxième question et puis après on passera à l'intervention de Karine. Juste une petite question par rapport à la vulnérabilité. Vous avez donné un chiffre, 95% agression sexuelle. Les 5% qui restent, c'est quoi? Il peut y avoir du vol, de la séquestration, il peut y avoir de l'agression physique, il peut y avoir... voilà. De toute façon, ça reste du crime et du délit. Donc on va passer maintenant à l'intervention de Karine Bertrand, qui est professeure à l'université de Sherbrooke et directrice scientifique de l'Institut interuniversitaire sur les dépendances. Et donc, pareil, on va entendre la présentation de Karine, ensuite quelques questions de précision et après on aura un temps de débat global, donc vous pourrez aussi poser des questions à la fin. Merci beaucoup, Marie, pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de présenter quelques résultats de cette large étude Gender Harp dont a parlé Marie précédemment. Donc, je vais me centrer sur l'expérience de soins du point de vue des femmes elles-mêmes qui ont une consommation problématique de substances psychoactives. Pourquoi on s'est intéressé à ces questions? D'une part, c'est aussi des sujets qui ont été discutés, bien sûr, avec nos partenaires des milieux de pratique. On se rend compte que d'un point de vue scientifique, on a une compréhension très limitée de l'influence du genre dans la compréhension de l'expérience de soins et qu'on doit mieux saisir l'expérience des femmes pour mieux orienter les services qui leur sont offerts. Je dois parler plus près. Comme ça, c'est mieux, parfait. D'accord.
Alors, les types d'études qu'on a accès dans la littérature scientifique, c'est vraiment qui portent sur le traitement. On a vraiment des échantillons largement composés d'hommes, sans qu'on puisse avoir des résultats spécifiques. Est-ce que les résultats sont les mêmes, par exemple, chez les femmes par rapport aux hommes, sans que soit non plus discuté des composantes spécifiques qui seraient liées au genre pour adapter le traitement aux besoins selon les réalités. Également, toute la question des identités, par exemple, les rôles, les exigences, les types de stigmatisation qui peuvent être vécus ne sont pas non plus discutés dans les approches de traitement qui sont décrites et évaluées et souvent peu prises en compte aussi dans l'offre de services plus générale selon les partenaires également. En quoi c'est particulier? On en a parlé, on a donc des profils d'usage qui peuvent être différents, comme on a vu précédemment. On a aussi ce qu'on nomme parfois l'invisibilité ou même l'invisibilisation des femmes, c'est-à-dire qu'on les voit moins dans les structures de réduction des risques, dans les approches de traitement également. Pardon, il faut que je parle plus proche. Donc les enjeux d'accès aux services, on note qu'il y a des similarités dans ce projet, là, que ce soit au Québec, en France ou en Belgique. On a 20 à 30 % des clientèles qui sont des femmes. On pourrait regarder la prévalence des troubles d'utilisation de services qui ne sont pas les mêmes, effectivement, femmes ou hommes, mais lorsqu'on regarde les populations qui consultent les services, c'est des personnes souvent qui ont un cumul de difficultés psychosociales associées aux troubles. Et là, quand on regarde les troubles concomitants dans nos données populationnelles, par exemple, on a des prévalences beaucoup plus similaires. On a aussi une augmentation de la consommation dans les dernières années chez les femmes. Quand on regarde nos données chez les adolescentes au Québec, par exemple, et les adolescents, c'est similaire, très, très peu de différence entre les femmes, entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc, cette différence marquée d'utilisation de services laisse pointer vers des enjeux d'accès aux services. On a d'ailleurs une littérature qui s'intéresse quand même à la question des barrières d'accès aux services. On parle notamment des enjeux entourant la parentalité qui peuvent créer un frein, soit par peur de perdre la garde des enfants, par des obstacles très concrets pour se rendre aux soins, la peur de perdre son emploi, les inégalités sociales aussi, l'impact de la pauvreté, la précarité économique qui est plus marquée chez les femmes, notamment les qui sont davantage en situation de monoparentalité, avec des emplois plus précaires. Peu d'accès aux services aussi axés sur les femmes spécifiquement, de la stigmatisation qui est vécue, ainsi que des formations insuffisantes des intervenants sont des éléments qui ont été notés dans la littérature comme barrière d'accès. D'autres éléments, je vais passer celle-là pour passer. Allons-y tout de suite aussi sur le cadre théorique de cette étude. Nous, c'est vraiment une approche constructiviste pragmatiste qui est notre approche, c'est-à-dire qu'on veut s'intéresser à partir du point de vue des femmes à réfléchir les soins qui leur sont offerts, puis à améliorer ceux-ci en fonction de leur réalité. On a choisi un cadre qui vient de l'Ouest canadien, qui est utilisé aussi par un collègue en Belgique, M. Wouter van der Plassen, qui participe à ce projet. Donc, Gender Transformative Health Promotion, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on décrit un peu les types de soins allant sur un continuum, allant de ce qu'on appelle gender blind, c'est-à-dire un type de service qui peut même contribuer à accentuer, en fait, les expériences d'inégalité, de stigmatisation et finalement nuire par l'expérience de soins au bien-être des personnes qui consultent jusqu'à un autre bout du continuum qui serait des soins gender transformative où non seulement on s'occupe des besoins spécifiques des femmes, mais on va activement chercher à identifier les sources d'inégalité dans notre offre de services, dans notre offre de soins pour les réduire puis pour favoriser un accès à des soins adaptés et donc lutter contre les sources d'inégalité sociale chez les femmes. Alors, le projet Gender Hub, très rapidement, vous voyez l'équipe. Donc, on a nommé tantôt les chercheurs principaux avec Marie Geoffrey-Roustide, André Lemaître, puis on a aussi beaucoup de doctorants qui vont creuser différents aspects. Je présente plus la question des femmes. On abordera un peu la question des minorités sexuelles et de genre, mais c'est des sujets qui seront aussi creusés là, au fil de la prochaine année, en fait. Alors, comprendre l'expérience de soins du point de vue des femmes, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Dans quelle mesure, par exemple, l'usage de substances peut faire l'objet de désapprobation, de compromettre l'accès aux services. Vous voyez une série de questions qu'on s'est posées qui ont guidé l'analyse à travers aussi ce cadre théorique pour comprendre quelles seraient les expériences de soins qui ont été vécues, appréciées, comment celles-ci pourraient être améliorées de leur propre point de vue. On a fait des récits de pratique, donc des récits avec les trajectoires d'usage de substances. On s'est intéressé aux normes de genre de leur propre perspective, ainsi que ce qui a pu faciliter leur démarche de rétablissement, puis ce qui a pu aussi la compromettre.
c'est une analyse donc thématique. On a aussi travaillé avec des personnes concernées qui ont une expérience en lien avec l'usage de substances problématiques. Une personne qui donc notamment a une père aidante qui a vraiment accompagné, fait elle-même des entrevues et accompagné l'interprétation des résultats. Alors, rapidement, on a des femmes ici qui sont d'âge varié, de 21 à 59 ans, en moyenne 37 ans. Vous voyez aussi qu'on s'est centré sur l'identité de genre, donc on a 23 personnes dont le sexe assigné à la naissance était femme, puis on a 3 femmes trans. Ils sont largement aussi nées au Canada. On voit aussi qu'on a 12 sur les 26 femmes qu'on a rencontrées qui ont des enfants. Et également, on a 15 femmes qui sont d'orientation hétérosexuelle. Puis on a demandé vraiment une question ouverte, comment ils s'identifient en termes d'orientation sexuelle. Puis on a une diversité de ce côté-là qui était recherchée dans le projet, puisqu'on voulait comprendre le genre avec toutes les identités, en fait, qui étaient impliquées. C'est des femmes qui sont largement précaires sur le plan économique, donc 10 qui ont moins de 12 000 $ par année, ce qui est vraiment très peu, qui est largement sous le seuil de la pauvreté, mais quand même un niveau d'études relativement élevé, avec une dizaine de femmes qui ont des études universitaires. Elles ont aussi, on parlait d'agression sexuelle précédemment, on a 11 personnes sur 26 qui ont bénéficié, si on veut, mais qui ont été en protection de la jeunesse, donc qui ont vécu en institution pour être protégées, puis souvent, on a des larges proportions qui ont vécu effectivement des traumatismes sexuels. On voit aussi 8 femmes sur 26 qui ont des antécédents judiciaires, donc une criminalisation souvent associée à l'usage de substances, et puis une instabilité aussi au niveau de l'emploi. Allons-y tout de suite. Ce qu'on a vu précédemment, c'est bien sûr des problèmes de santé chronique et des problèmes de santé mentale qui sont importants, souvent un cumul de difficultés comme on voit souvent dans les services. Alors d'abord, les résultats sur le plan qualitatif. Premier angle qu'on a regardé, c'est de voir leur perspective en lien avec les normes de genre telles qu'elles les expérimentent et comment ça peut être lié ou non avec l'usage de substances. Dans les représentations qu'on a notées, il y a d'abord être une femme dans notre société, c'est de rencontrer des standards élevés, avoir beaucoup de pression. Elles ont parlé que cette pression-là est multidimensionnelle. Elles sentent une pression en lien avec leur apparence physique, une pression pour être une bonne mère, une pression également pour accomplir plusieurs tâches différentes. L'influence peut être vraiment variée en lien avec la consommation. Parfois, pour certaines, elles vont parler d'automédication pour gérer cette pression à la performance. Donc, on a dans le premier extrait une femme qui parle, par exemple, de consommer pour gérer cette pression-là liée à ces différents rôles-là où elle sent beaucoup de pression d'être mère, d'avoir des enfants, d'être une conjointe, d'être féminine. Dans le deuxième extrait, c'est aussi une prise de stimulant à les fins d'avoir de l'énergie pour être capable de performer. Donc, la prise de substance pour être en capacité de se conformer à cette norme de performance. Donc, c'est vraiment des patterns variés, mais clairement, cet enjeu de pression revenait de façon régulière dans les discours. L'autre élément, c'était le fait d'être une femme dans notre société. On porte un regard négatif sur la consommation des femmes selon plusieurs femmes. Elles sentent que la stigmatisation, le regard qui est porté sur elles est plus négatif que pour les hommes. Il y a quand même des opinions qui sont partagées à ce sujet-là. Certaines femmes qui disent que ça a beaucoup évolué et qu'elles sentent moins ce traitement différentiel. Alors, on voit un premier extrait où une femme note que les femmes sont plus mal vues par rapport à leur consommation d'alcool ou de drogue, puis surtout, lorsqu'on est une mère, qu'on est particulièrement pointé du doigt avec cette idée qu'on devrait être une mère parfaite, une mère donc ne consomme pas en principe. On a ici dans le deuxième extrait quelqu'un qui dit qu'elle est très privilégiée d'être au Québec. Elle a l'impression que c'est des hommes moins machos et qu'on est dans une société très égalitaire et ressent moins ces pressions. Fait que c'est important de voir que quand même les opinions sont parfois partagées, mais que cette impression de stigma revient quand même fréquemment. L'autre élément, c'est la féminité et le risque d'être agressée. Donc, pour elle, être une femme, il y a une pression à la féminité, à se maquiller, à être de belle apparence. Et en même temps, ça constitue un risque, une situation où on peut être en position d'être agressé, dont une large partie l'ont de fait été dans leur histoire. Une façon de se protéger pour certaines, c'est d'adopter des attitudes justement plus masculines ou dites agressives. On voit ici un extrait où on dit qu'elle se promenait avec des bottes à cape d'acier dans un métier plus non traditionnel pour être prête
et pour en fait, se protéger, envoyer une attitude qui la protégerait d'une éventuelle agression. Une autre femme qui explique, par exemple, que la femme est désavantagée, surtout au niveau de la sexualité, et qui soulève que ce contexte de risque est vraiment accentué en contexte de consommation, où est-ce que c'est vrai en société en général, mais c'est accentué dans des contextes où il y a beaucoup de consommation. L'autre élément, lorsqu'elles abordent le genre, c'est le genre et la demande d'aide. Ce qu'elles nous disent, elles nous parlent beaucoup de leur rôle de mère, celles qui le sont. Vous voyez que c'est la moitié de l'échantillon. Donc, plusieurs vont nommer que ça a été un déclencheur au niveau de demander de l'aide. Pour elle, par exemple, dans le premier extrait, on voit quelqu'un qui, durant sa grossesse, avait l'impression qu'elle arriverait à arrêter de consommer et, s'en sentant incapable, a comme réalisé qu'elle avait besoin d'aide à ce moment-là. Puis on voit dans le deuxième extrait quelqu'un qui veut se donner à 100%, qui veut être un bon modèle comme mère, puis c'est en cohérence avec cette pression-là. Ce qu'on peut regarder, c'est que ça peut être, oui, un levier de motivation, mais lorsque les femmes n'arrivent pas à se conformer à cette pression-là, d'être en rétablissement, d'être une bonne mère, ça peut aussi être un facteur qui va aggraver de façon importante, être un frein à leur rétablissement. Merci. L'autre élément, c'est beaucoup d'obstacles dans leur parcours de soins qui est lié au genre. On parle de honte, de manque de ressources dédiées pour les femmes, une mixité dans les services hommes-femmes qui est vécue difficilement par plusieurs, un manque de respect et de jugement en contexte de soins. L'engagement des proches aussi, donc pour celles qui, oui, parfois, l'autre peut être vu comme agresseur, mais aussi comme une source de soutien important. Donc, quand il y a conjoint, quand il y a enfant, souvent, l'expérience de soins ne permet pas que ces personnes soient impliquées, implique une rupture de lien. Et pour ça, ça va contribuer souvent à l'abandon d'une expérience de soins ou carrément que la femme ne souhaite pas entamer une démarche qui amènerait une rupture de lien avec des personnes qui sont leur principale source de soutien. On voit ici, par exemple, une femme qui explique que dans sa démarche pour chercher de l'aide, bien, sur 8 ressources, il y en avait 6 dédiées uniquement pour les hommes. D'autres, c'était des ressources mixtes. Donc, le fait que c'est difficile de trouver cette ressource pour les femmes qu'elle cherchait lui a fermé beaucoup de portes et a retardé le fait de recevoir de l'aide, par exemple. La mixité, pourquoi c'est vécu difficilement? On voit ici une femme qui dit que c'est plus au niveau de la complicité, de l'ambiance. Tu sais, les filles, on n'a pas réussi, on n'est pas à l'aise de parler de nos affaires quand il y a des gars. On parle d'expériences souvent sensibles entre sexualité, drogue, relations difficiles au niveau des violences, par exemple. Une qui dit qu'elle trouve ça ridicule même et qu'elle ne veut plus jamais aller en thérapie mixte, qui a vécu une expérience difficile en lien avec ça. Elle nous parle de leur besoin d'espace sécuritaire pour aborder des sujets sensibles, également les enjeux relationnels de type, par exemple, séduction, dépendance affective qu'elles peuvent ressentir comme étant un frein au rétablissement. L'autre élément qui est aussi souvent rapporté, c'est le manque de respect puis de jugement en contexte de soins-services, notamment sur le plan des personnes, les femmes trans, puis les personnes trans plus largement, peu importe l'identité de genre. En fait, les personnes qui sont de la minorité de genre ont vécu une stigmatisation encore plus accrue dans leur expérience de soins. On voit ici, par exemple, une des femmes trans qui mentionne qu'elle a fait rire d'elle par l'intervenante en lien avec son identité de genre, par exemple. Puis même lorsqu'elle fréquentait les soupes populaires, par exemple, elle a pu même, les personnes qui utilisent les mêmes services, ça a été très difficile, les rapports sociaux. Donc, le fait d'expérimenter des soins, plusieurs nous ont raconté rester à l'écart ou d'approcher une nouvelle ressource, comment c'était difficile étant donné une suite d'expériences négatives de ce type-là où elles se sont senties stigmatisées. Une autre femme aussi nous explique que certaines règles dans l'institution qui, par exemple, mettent des codes vestimentaires vont, par leurs règles, amener une certaine exclusion. Pour elle, par exemple, c'est fait offrir un jogging pour être capable de pouvoir suivre la thérapie. Elle l'a senti comme un rejet de qui elle était, comme une façon rigide qui ne lui faisait pas sentir être accueillie, en fait, dès le départ dans cette ressource-là. Je pense que j'ai passé mon temps, mais je vais dire rapidement quelques éléments en termes de genre et facilitateur de contexte de soins. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes, elles nous parlent beaucoup, donc, lorsqu'elles vivent des services spécifiques pour les femmes
c'est quelque chose qui est très, très apprécié, puis on verra un peu pourquoi en 1 minute. La qualité de la relation puis le non-jugement de l'équipe de traitement qui est nommée à répétition, qui est un facteur général, mais on voit toute la sensibilité du relationnel et de l'accueil. Et la question de l'approche globale, d'être capable d'avoir une réponse à l'ensemble de leurs besoins, au-delà aussi de l'expérience de mère. Donc, peut-être que sur la question des services femmes dédiés, il y a tout le collectif également qui est nommé, l'entraide entre femmes et comment, lorsque c'est favorisé, même après une expérience de soins, que c'est quelque chose qui peut être déterminant. Donc, elle nous parle beaucoup de collectif et d'entraide entre femmes. L'approche globale, vous voyez la liste, en fait, que ça peut, leurs besoins sont multiples. Et oui, ça peut être lié à la maternité, mais ils sont vraiment multiples en termes de santé mentale, transsexualité, inceste, trauma, prévention des risques à la sexualité, gestion, prévention des violences subies, parentalité, le logement et l'insertion socio-professionnelle. Cette approche globale et individualisée est importante. Et peut-être mentionner aussi qu'une approche transformative est rarement rapportée, mais lorsqu'elle l'est, elle est vraiment marquante. Comment est-ce qu'on a eu une approche globale qui a favorisé l'accès et la continuité des soins dans une perspective intensive, je dirais, et à long terme continue dans le temps, et qui a misé sur l'entourage des personnes et sur le collectif des femmes pendant et après les soins. Ceci dit, cette expérience transformative qu'on a pu identifier dans les récits était centrée vraiment sur le rôle de mère, ce qui n'est pas en soi un problème. Le problème, c'est qu'en dehors du fait d'être une mère, ce type d'expérience vraiment plus globale et transformative n'est pas vraiment existante dans l'offre de soins actuelle. Donc, il faudrait réfléchir à élargir les services pour femmes au-delà de la maternité. Et également être sensible en termes de réflexivité, je dirais, tant pour les cliniciens, les gestionnaires, sur les sources d'inégalité sociale, les sources de stigmatisation qui souvent sont inconscients dans les services parce que le fait d'expérimenter, le fait d'expérimenter la stigmatisation d'expérience de soins est vraiment un frein important qui va freiner les personnes à utiliser les services par la suite et qui va amener beaucoup de méfiance initiale lorsqu'il y a un engagement dans une démarche. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, ce que je vous propose pour cette partie-là, c'est que comme le programme Gender Harp fait l'objet de 2 présentations, on prendra plutôt les questions sur le projet à la fin, si ça vous va. Alors, donc, moi, je vais vous présenter également des éléments du projet Gender Harp, mais des éléments là qui sont centrés sur la question des expériences de la toxicophobie, qui sont donc des résultats qui ont été menés dans le cadre d'une collaboration avec le groupe d'autosupport Tipeee Festif, donc, qui est un groupe non mixte et qui en fait, toutes les minorités sexuelles et de genre sont autorisés dans ce groupe, seuls les hommes cisgenres n'y participent pas. Et donc ce groupe est animé par Sophie Leila Kondopoulos. Alors sur la question de drogue, genre et normes, donc ce qui est montré dans la littérature, donc on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que les femmes sont encore plus que les hommes l'objet de stigmatisation sur leur consommation. Car les effets de la consommation sont très éloignés donc des valeurs et de représentations associées à la féminité. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas stigmatisés dans leur consommation, mais en tout cas les femmes subissent une stigmatisation supplémentaire qui est liée à des normes de genre. Alors durant longtemps, en fait, en particulier en France, on a eu beaucoup de publications internationales et beaucoup de recherches qui étaient centrées sur la figure de la femme enceinte, ou ensuite des travaux qui étaient menés sur les travailleuses du sexe, et ces femmes usagères de drogue étaient présentées soit comme victimes, soit comme coupables, en lien en particulier avec le prisme des risques pour les autres, l'enfant à naître pendant la grossesse, ou alors le client par rapport au risque VIH. Et en fait, ces travaux exploraient assez peu la pluralité des expériences de genre et drogue. Et donc, nous, dans le cadre donc, de cette recherche Gender Harp, il nous semblait important de pouvoir déplacer le regard. Ah oui, pour le mettre en grand. Oui, de déplacer le regard vis-à-vis des femmes qui consomment des drogues. Merci, Alexandre. Donc, ces femmes sont effectivement
souvent présentées comme vulnérables. Comme l'a montré Anne tout à l'heure, elles sont différemment vulnérables des hommes, mais elles disposent également de ressources individuelles, de stratégies de réduction des risques et de capacités d'agir dans l'ensemble des sphères de leur vie. Et c'est également cette question-là que nous explorons dans le projet Gender Harp. Alors dans ce projet, on adopte, en tout cas dans ce sous-projet de Gender Harp qu'on a mené en France, on est dans une perspective féministe en lien avec la perspective qui est développée par le groupe du Tipeee. Et donc, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de montrer que les rapports aux drogues sont liés aux systèmes politiques et sociaux, qu'ils sont soumis à des rapports sociaux de genre et d'oppression qui nécessitent d'être explorés afin de dépasser donc une approche centrée exclusivement sur une vulnérabilité de type biologique. Et donc, la méthode qu'on utilise, c'est une démarche féministe d'auto-ethnographie qui a été développée par une sociologue italienne qui s'appelle Ettore en 2017, et donc qui a été développée au-delà de la question des drogues, sur les questions féministes de manière générale, et que nous, on applique à la question des drogues. Et en fait, cette approche d'auto-ethnographie, elle permet de dépasser les classifications discriminantes qui sont produites par les normes extérieures, comme Karine et Anne l'ont montré tout à l'heure, par les normes extérieures au monde féministe. Et en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de ce travail, c'est de mettre en avant les expériences et les savoirs des femmes et également de personnes transgenres, femmes et hommes qui participent au groupe, et de dénoncer donc les rapports d'oppression, de produire de nouvelles subjectivités et d'inventer de nouvelles formes de résistance. Alors, en termes, je vais aller rapidement parce que donc c'est le projet, ce sous-projet s'inclut, cette collecte de données s'inclut dans le projet de Gender Harp, qui a comme objectif donc d'identifier vulnérabilité, mais également ressources et compétences, afin de donc dépasser les discriminations et toutes les formes d'oppression structurelle que les femmes et les minorités sexuelles de genre peuvent subir dans leur vie quotidienne et à leur rapport aux soins. Et donc, dans le cadre du volet français, on a mis en place donc, une démarche de recherche participative avec le Tipeee, avec le groupe féministe donc, du Tipeee marseillais. Et donc, l'ensemble des étapes du projet ont été co-construites avec le groupe, incluant l'analyse. Donc, on a utilisé une méthode socio-anthropologique. 6 récits de vie ont été réalisés jusqu'à présent, de manière approfondie, avec la mise en évidence d'une expérience individuelle. Et on a réalisé également à Marseille 6 focus group pour relater l'expérience collective qui regroupe à chaque fois une dizaine de personnes pour chaque focus group. Donc le recrutement a été fait dans un groupe féministe, et donc c'est pour ça que l'approche et les résultats que je vais vous présenter sont différents de ceux qui ont été présentés par Karine, puisque nous, les personnes qui participent à ce groupe ne sont pas recrutées dans des CARUD ou dans des XAPA, mais ce sont des personnes qui revendiquent le droit à la consommation, qui ont pu avoir des expériences de service, mais qui ont décidé, pour la plupart d'entre elles, de les arrêter aujourd'hui en raison de discriminations qu'elles ont pu subir. Et donc, elles vont produire un discours réflexif et critique sur leurs expériences de soins et de réduction des risques. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces personnes ont été en contact en fait avec des services gender inequal ou alors gender blind, comme les présentait Karine tout à l'heure, et n'ont pas connu de services ni gender sensitive, ni gender spécifique ou encore moins gender transformative. Alors, je vais m'appuyer beaucoup donc, sur des extraits d'entretien. Donc là, on a un bref extrait entre les participants du groupe qui disent, du coup, après, quand tu vas voir les docteurs, ils commencent à te parler de grossesse. Donc ce bref extrait entre participants du groupe rappelle l'importance des discours normatifs des professionnels de santé en lien avec les drogues et le genre, qui ont toujours tendance à envisager la prise en charge, qui dans la plupart des cas ont tendance à envisager la question drogue et femmes à partir de la question de la maternité qui est systématiquement mise en avance pour les femmes, en tout cas du groupe, dans les consultations médicales qu'elles ont pu fréquenter. Et donc, ce qui rend compliqué
un dialogue de confiance sur les drogues qui ne soit pas jugeant quand on est interrogé uniquement à partir de la question de la grossesse. Ce qui est intéressant également dans les récits qu'on a collectés dans le cadre de ce groupe, c'est que ces formes de discrimination, en fait, elles ne sont pas vécues que dans le monde du soin, mais elles sont aussi vécues dans l'ensemble des autres sphères de leur monde social, la famille, les amis, les lieux de fête. Elles ont souhaité également indiquer que dans les espaces militants de gauche qu'elles peuvent expérimenter, elles peuvent aussi être discriminées. Et en fait, ces femmes sont également donc, l'objet de discrimination que les hommes, comme je le disais, donc en lien avec les valeurs stéréotypées accordées à la féminité et à la masculinité, et surtout tout ce qui inclut les temps sociaux de la maternité et de la parentalité. Donc on a une femme du groupe qui a des enfants, pour celle-ci, et qui nous dit que quand elle fréquente le milieu festif, donc ses partenaires de fête lui disent que, ce qu'elle ressent, elle, c'est que rien que déjà le fait de consommer, je reprends ces termes, en tant que terme, c'est mal vu. Et donc elle dit qu'elle est en teuf, elle est en train de parler, et quelqu'un lui dit « Oui, mais toi, t'es défoncé, t'es en teuf, ils sont où tes gosses ?» Et donc ce qu'elle nous explique, c'est que chaque fois, en fait, qu'elle consomme des produits et qu'elle va en milieu festif, on la ramène toujours à ce statut de mauvaise mère qui aurait abandonné ses enfants et qui passerait donc ses journées à consommer en lui disant en permanence « Ils sont où tes minots ?» Donc ce qui montre le poids de la culpabilité des risques et de la responsabilité individuelle qui pèse sur les femmes en lien avec la sphère de la parentalité. Alors, dans le cadre du projet, donc, on a également des personnes transgenres qui participent au groupe et qui ont également mis en évidence qu'elles avaient à vivre, elles aussi, donc, des expériences de toxicophobie en lien avec leur genre, ce qui les amenait à cacher leur usage. Alors, et donc, ce qu'on peut analyser dans leur discours, c'est que une partie d'entre elles donc, revendiquent ce choix à pouvoir consommer librement, à ne pas subir de discours sur la pathologisation de leur conduite. Et donc, elles viennent également discuter la construction politique arbitraire des frontières autour de la légalité des substances. Donc, dans cet extrait d'entretien, on a une personne qui commence par nous dire que pour elle, la drogue, ça fait partie des meilleurs trucs à faire avec ses potes, mais elle nous explique qu'elle est obligée de cacher à ses amis sa consommation d'acide. Elle nous dit « J'aurais trop aimé partager ce que je ressentais sous acide avec cette pote, mais j'ai jamais pu. Même si je décide à un moment de ne pas contrôler, c'est qu'il y a une raison et qu'elle m'est propre, que je sais ce que je fais. Ma consommation n'a jamais été problématique et ça m'énerve qu'on me sous-entende que ça va m'arriver bientôt. » Et elle nous dit « Quand je vais en fête, je raconte toutes les merveilleuses activités que j'ai trouvées à faire en soirée, mais sans parler du fait que je consommais, ce qui amène parfois à des discussions qui n'ont aucun sens. » Donc ce qu'on voit dans cet extrait d'entretien, c'est que cette pathologisation des conduites, elle s'exprime pas uniquement dans le cadre du monde de la réduction des risques ou du monde médical ou du monde du soin de manière générale, mais également dans les espaces festifs que ces personnes partagent avec d'autres personnes qui n'appartiennent pas au monde professionnel du soin. Alors enfin, un autre récit sur la question du monde de la psychiatrie. Donc, comme je vous le disais, en fait, ces femmes participent à ce groupe, pas uniquement parce qu'elles participent à ce groupe sans pour autant revendiquer d'accéder aux soins pour la question des addictions, mais une partie d'entre elles souhaitent quand même pouvoir aussi accéder à des soins, par exemple, de santé mentale. Et ce qu'elles mettent en évidence, c'est que cet accès aux soins de santé mentale est généralement empêché par leur usage de drogue. Et donc là, on a un récit qui est revenu de manière quasi systématique à chaque groupe qu'on avait sur les difficultés de relation avec le monde de la psychiatrie. Et donc là, on a une participante au groupe qui nous explique que quand elle va voir un psychologue, la psychologue lui dit « On ne pourra pas travailler ensemble si vous arrivez drogué ». Donc cette participante nous dit « Cela renvoie à un truc où on devrait choisir entre santé mentale et ses consos
alors que pour elles, ça va de pair. C'est toujours dans la dualité entre infantilisation et fausse bienveillance. Ils ont voulu, donc les psychologues, remplacer, ou les psychiatres qu'elle a été amenée à rencontrer, remplacer les drogues par les benzos, sauf que maintenant je suis accro aux benzos, c'est un véritable cache-misère. On m'a dit que tant que je me droguerai, je serai mal, alors que les addictions font partie de moi. Et donc elle explique que avec les professionnels de la psychiatrie ou de la psychologie qu'elle a été amenée à rencontrer, on n'est pas du tout dans l'acceptation, et elle dit surtout que leur drogue légale défonce aussi. Donc on voit que là, à travers ces récits, il y a également la question de la frontière politique entre drogue légale et drogues illégales qui est discutée. Alors à partir de ces focus group, les femmes construisent un récit collectif qui s'inscrit dans des logiques d'empowerment, avec l'idée que dévoiler leurs expériences de toxicophobie par la voie de la parole, mais également de l'écriture, parce qu'il y a un atelier d'écriture qui est mis en place dans le cadre de ce groupe, pourrait faire évoluer les représentations. Et donc, ce qui ressort souvent dans le groupe, c'est le fait que la société devrait faire un travail sur les représentations liées à l'usage de drogue, et en particulier liées aux questions d'usage de drogue et de genre. Alors que ce que nous disent les participantes, c'est que les usagers et les usagères sont systématiquement mis dans une position où ils doivent se justifier, s'excuser de consommer. Donc là, je reprends un extrait d'entretien. Il y a l'idée selon laquelle les toxicos sont des menteurs et des menteuses, mais on nous oblige à mentir à cause de la toxicophobie qui nous pousse à nous cacher. On demande toujours aux personnes qui consomment de s'adapter aux autres. Donc ça, c'est un élément qui ressort très souvent dans le groupe, avec cette idée de dire que voilà, les représentations stigmatisantes qui portent donc sur les usages ont comme impact le fait que les usagers et les usagères vont être amenés à prendre des risques parce qu'ils cachent leur consommation. Et donc ces représentations culpabilisantes peuvent amener les personnes qui utilisent des drogues à ne pas demander d'aide, à cacher certaines pratiques d'usage et donc une part de leur existence, et donc à être moins bien accompagnées, comme le montrait Karine tout à l'heure. Alors ces récits produits dans un cadre collectif, ils révèlent que les rapports aux drogues en lien avec le genre sont plus complexes que la simple figure de la femme fragile et victime ou de la femme coupable. Il rappelle également ces récits l'importance des discours normatifs des professionnels de santé en lien avec drogue et genre. Donc certains professionnels rappelant sans cesse la figure de la maternité-parentalité en lien avec culpabilité et également l'incompatibilité d'accéder à des soins en santé mentale quand on poursuit son usage. Ces récits mettent également en évidence que l'entourage et les professionnels s'intéressent insuffisamment aux besoins, aux ressentis et aux savoirs des personnes concernées par l'usage. Et donc là, c'était extrait d'entretien d'une participante qui dit « Les gens n'y connaissent rien, mais ils pensent toujours penser mieux que nous ». Alors, dans le cadre de ce travail, on cherche également à valoriser donc, les savoirs dans des espaces qui ne sont pas académiques. Donc, vous pourrez trouver un article qui a été publié par le groupe dans le dernier journal d'A-Sud à partir d'une épistémologie féministe. Un article qui a été coécrit. Et l'idée, c'est de diffuser nos savoirs vis-à-vis du public non académique également, avec une visée de transformation sociale. En conclusion, donc, ce travail de recherche participative s'inscrit dans une approche narco-féministe qui permet de mettre en évidence que les rapports aux drogues chez les femmes ne doivent pas être appréhendés uniquement sous l'angle de la vulnérabilité, mais doivent également être appréhendés sous l'angle des savoirs expérientiels et du pouvoir d'agir. Les rapports aux drogues chez les femmes ne doivent pas être lus uniquement avec le prisme biomédical du risque ou de l'addiction, ou alors uniquement avec le prisme prohibitif de la culpabilité, mais avec le prisme de la recherche du plaisir et la liberté à faire des choix éclairés. Donc ce groupe, par cette approche de l'ethnographie, va permettre de dénoncer les expériences individuelles de toxicophobie, et le processus d'écriture collective permet de se réapproprier son histoire personnelle dans un sens politique. Ces expériences de toxicophobie, elles sont également révélatrices de la place de la prohibition dans la société française, qui, en interdisant les drogues, interdit l'accès au plaisir, produit des formes de contrôle de l'usage qui peuvent s'exercer parfois de manière discrète sur la question du soin,
mais qui soumet les usagers de drogue à des discriminations qui peuvent les éloigner donc des dispositifs de soins et de réduction des risques. Donc je vous remercie et on va... prendre quelques questions maintenant sur nos 2 interventions de Gender Arb. J'en profite pour indiquer que pour ceux qui seraient intéressés par le projet, on a le mardi 24 et le mardi 25 de la semaine prochaine, l'après-midi, un webinaire qui est ouvert à tous. Il suffit de s'inscrire. Donc si vous allez sur le site Gender Arb, le site internet Gender Arb, vous pourrez vous inscrire au webinaire. Est-ce que vous avez des questions sur les 2 dernières présentations, des questions de précision? Eh bien, si ce n'est pas le cas, on va passer directement la parole à Isabelle. Merci. Merci Marie pour cette invitation spontanée déjà. Je vais vous présenter l'espace femmes de Sharon Opelia. Je pense qu'il illustrera ce qu'est la pratique de toutes les notions, principes énoncés par Karine et Anne, et surtout un espace qui a affronté un certain nombre d'épreuves et qui a 27 ans aujourd'hui d'existence. Donc c'est un espace qui en ouvre en 1992. Sharon ouvre une des premières boutiques basse-seuil non genrées derrière la place de la bataille de Stalingrad. Déjà la place de la bataille de Stalingrad, pour ceux qui connaissent un peu Paris et le 19e arrondissement. L'évacuation d'une des grosses scènes de consommation de crack en 1995 permet cette installation pour répondre aux besoins des consommateurs de SPA. Donc cet espace non genré, comme le disait Karine, va amener très rapidement à ce que les femmes notamment ne s'y sentent pas bien. Les pressions sur la féminité dont parlaient Anne et Karine sont très mal vécues, et très rapidement l'équipe, je ne vais pas vous le faire année par année, je vais le faire par décennie quand même, mais très rapidement l'équipe a travaillé à ce qu'il y ait un espace dédié aux femmes, ce qui se réalise en 1995, mais un numéro après rue Philippe de Girard de l'espace mixte. Donc les ressentis et pressions continuent. Il va falloir attendre quelques années, 2009, pour qu'il y ait un déménagement, alors suite aussi à un conseil d'arrondissement et à un vœu des habitants de déplacer la boutique Basseuil de Charonne de la rue Marx-Dormois. La ville de Paris trouve un lieu à la porte de la Chapelle, donc beaucoup plus excentré, moins à proximité des habitations, dans un bâtiment qui permettra un accès par allée très identifié d'un espace dédié aux femmes et de l'espace toujours non genré. Ce qui va un petit peu apaiser les pressions ressenties par les femmes et commencer et permettre à une équipe dédiée de travailler sur toutes les questions de sécurité, de tranquillité, d'apaisement pour ces femmes. Malheureusement, je ne sais pas, nous sommes à 50 mètres de la plus grosse scène de crack en France en 2009, pour ne citer que la colline du crack. Et donc nous recevons sur cet espace dédié aux femmes 200 femmes consommatrices de SPA, empêchant pour nous, c'est pour ça que je disais malheureusement, empêchant pour nous surtout l'accueil de toutes les femmes, puisque la cohabitation va être quand même particulièrement difficile avec des femmes qui ne sont pas consommatrices de produits, mais qui se livrent à la prostitution, des femmes victimes de violences comme porte d'entrée, mais qui, à un moment donné, auront une consommation de produits. Donc on va être vraiment identifié comme l'espace dédié des femmes craqueuses.
alors, ce qui va nous permettre quand même d'apaiser les différentes vulnérabilités. J'aime beaucoup ce que Anne fait comme différence entre non pas plus de vulnérabilité que les hommes, mais différentes vulnérabilités. Ça, c'est très clair. En 2009, donc, nous sommes arrivés à la Porte de la Chapelle avec tout ce lieu sécurisant, mais que pour les femmes craqueuses. On n'avait pas d'injectrice non plus parce qu'elle ne venait pas, elle restait sur Paris Intramuros au niveau de la gare du Nord. Et donc, elle ne venait pas sur la Porte de la Chapelle, ne fréquentant pas les femmes craqueuses. On avait cette aussi discrimination qui se faisait, cette non-cohabitation entre elles. Et la question des femmes transgenres qui ont depuis 1995, mais aussi en 2009, eu beaucoup de soucis à s'approprier cet espace. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'arrivait toujours pas, 10 ans après sa création, à être un espace dédié aux femmes, à toutes les femmes, ayant à un moment donné un problème ayant en tout cas la question de la consommation de SPA. À nouveau un déménagement en 2017, fin 2017. Là, on ne nous relocalise pas, donc il faut que l'on trouve par nous-mêmes un lieu. Ce déménagement en express est lié à l'arrivée et la mutation urbaine et l'arrivée des Jeux Olympiques de 2024, donc bien anticipé. On aurait pu y rester un petit peu plus. Alors cette délocalisation, elle a un plus, c'est qu'on va enfin avoir 20 ans après, cette ouverture et à toutes les femmes et autour de 4 en fait, portes d'entrée ou axes d'entrée. Donc la question des violences faites aux femmes, la question de la consommation de produits, la question de la grande précarité et la question de la prostitution. C'est un espace que l'on va trouver donc, par nos propres moyens, place de la République. Donc là, on n'est plus excentré, on se sent revenir au milieu des acteurs de la ville, de la cité. Donc place de la République, un espace très grand qui va nous permettre d'accueillir donc, toutes ces femmes et de réaccueillir ce public aussi des femmes transgenres qui vont se sentir extrêmement en sécurité sur ce lieu. Les missions CARUD, je ne vous les détaille pas, vous les connaissez sûrement, c'est juste pour les reciter globalement. On fait donc auprès de ces femmes, on les accompagne sur l'accès aux soins, l'accès aux droits, toute la question de la distribution du matériel et de la réduction des risques, des messages de prévention. Surtout, elles ont un accès à l'hygiène, elles ont aussi un accès à des ateliers, des collectifs. Alors ce lieu, Boulevard Magenta, par son agencement, a surtout permis à ce qu'elles se l'approprient au sens où elles ont décidé, par des groupes de parole, elles ont décidé du collectif, de l'aménagement du collectif, des ateliers, pour n'en citer qu'un, la psychobox. À un moment donné, c'était donc entre le Krav Maga et le self-défense. Ça a été un atelier voulu. Les ateliers collectifs avec une socio-esthéticienne de profession. Le fait d'avoir une podologue de profession. Et surtout, la question qui nous manquait, en tout cas sur le CARUD, de la médecine spécialisée. Et donc, on a très rapidement, en tout cas depuis 2018, depuis notre arrivée à cet endroit-là, créé un partenariat avec le centre de santé Richerand qui nous a permis d'avoir accès à la gynécologie, bien évidemment rapidement, en parallèle d'un partenariat, et on y tient, avec ADSF, Agir pour le développement de la santé des femmes, avec lesquels nous avons sur les squats, au pied des squats ou en rue, pu faire un travail extrêmement complémentaire avec le frottis truck de ADSF et le camion de Sharon sur la réduction des risques liés à la consommation de produits. C'était une première pour le frottis truck qui est venu nous voir justement pour apporter, pour qu'on les aide ou qu'on les accompagne à approcher, puisque nous avions le lien avec ces femmes, les femmes qui ne décollaient pas beaucoup des squats et toujours de ce même endroit de la colline, et donc sur l'accès aux soins qui avaient extrêmement de mal à se déplacer. Sur ce partenariat, on a pu mettre à l'abri 30 femmes
à la fin de la colline, puisqu'il y a eu quand même une fin après une tentative de cette évacuation. La dernière était la bonne, et donc ce lieu a été déplacé fin 2019, début 2020, et on a pu mettre à l'abri une trentaine de femmes. Aujourd'hui, on a donc, je disais, à peu près 200 en file active de personnes consommatrices de SPA. On a 500 femmes qui viennent sur le lieu en file active globale. Alors évidemment, on suit les actualités, bien évidemment, et on a depuis 2 ans des femmes, des vagues migratoires récentes qui viennent. Alors pour nous, c'est vraiment une victoire, hein, puisque je disais que ça faisait 25 ans que cet espace dédié aux femmes existait, et vraiment une victoire, puisque depuis 5 ans seulement, on arrive à ce que les femmes transgenres, à ce que les femmes issues d'un parcours migratoire traumatisant, c'est un minimum, puissent entrer, se sentent en sécurité, ne se sentent pas mal à l'aise face aux consommatrices, qui là aussi stigmatisées, ou en tout cas sur lesquelles il y a beaucoup d'a priori encore, ne sont pas systématiquement sur la défensive ou agressive. Et voilà, on a un lieu aujourd'hui où ces personnes cohabitent, ce qui n'était pas du tout le cas pendant plus de 15 ans. Je ne sais pas comment conclure en disant que c'est une victoire aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle. Et donc on avait choisi donc de mettre en valeur dans cette conférence donc le travail que fait Sharon, donc depuis 27 ans maintenant, qui effectivement, j'en discutais avec Karine, s'inscrit dans une démarche gender transformative, donc vraiment meilleur de ce qui peut être fait. Et donc malheureusement, dans le cadre de nous des entretiens qu'on a réalisés, toutes les femmes n'ont pas eu la chance d'avoir accès à ce type de service. Je vais demander à Anne de revenir avec nous. Ah voilà, je ne te voyais pas. Et donc on va prendre maintenant des questions de la salle. Donc vous pouvez également partager vos expériences. Enfin voilà, on a un espace d'échange maintenant entre nous. Donc soit vous pouvez poser des questions sur les présentations, soit engager une discussion sur des thèmes liés à la question. Il faut juste qu'une personne se lance en premier. Bonjour, moi c'est pas clair pour moi la notion de gender transformative. Oui, je pourrais peut-être élaborer, je suis passée rapidement. C'est dans le cadre théorique de Peterson, ce qu'il mentionne, en fait, c'est qu'on doit tendre, puis effectivement, il y a plusieurs éléments de gender transformative, je pense, dans vos services. C'est-à-dire d'aller juste avant, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, qui est déjà bien, on va appeler spécifique au genre. Donc déjà, quand on développe un service, si on s'intéresse aux besoins spécifiques, par exemple, parce qu'il y a des éléments en lien avec les traumas, en lien avec la grossesse, donc déjà, ça va être un niveau, c'est un continuum, où on va mentionner qu'on a des services spécifiques selon le genre. Aller un peu plus loin, le cadre interroge les normes liées au genre, puis tous nos biais inconscients qu'on peut avoir. Donc, quand une ressource cherche à identifier les sources de stigmatisation, de sortir les biais inconscients, en fait, puis de trouver des solutions pour réduire les obstacles, réduire cette stigmatisation-là. Par exemple, j'ai pas eu le temps de citer une étude canadienne récente qui a étudié un peu les normes par rapport aux objectifs de traitement dans des centres avec hébergement pour femmes. C'était dédié aux femmes, donc c'était gender spécifique. Quand elle regardait les normes, on se rendait compte que les normes de consommation étaient vraiment liées à l'abstinence pour les femmes, même dans les centres qui adoptaient une approche de réduction des risques. C'était des biais inconscients, puisque l'approche explicite, formelle, c'était la réduction des risques, mais le fait de poursuivre cette approche de boire contrôlé, par exemple, pour les femmes, était vu, il y avait une grande ambivalence chez les professionnels de la santé. Dans une approche de gender transformative, on va chercher à questionner des fois nos biais inconscients, les limites qui peuvent exister dans l'accès à nos services et avoir une recherche active pour les réduire, puis aussi tous les éléments d'empowerment, c'est-à-dire d'implication, de placer la femme au cœur
au cœur des démarches pour trouver des solutions. Ce que je vois notamment dans ce que décrit ma collègue à côté aussi, c'est d'avoir une attention sur l'inclusion dans un safe space aussi entre les personnes. Donc, le souci d'inclusion qui inclut plusieurs diversités, pas que il y a le fait d'être entre femmes, mais encore en termes d'orientation sexuelle, d'identité de genre, etc. Comment aussi être sensible au fait que les femmes peuvent aussi se sentir jugées sur la base de différents éléments, même entre elles, et contribuer à établir un climat d'inclusion et de sécurité. On est plus vers le gender transformative à ce moment-là. Ça répond? Juste ajouter un tout petit élément qui est aussi que dans le gender transformative, il y a s'attaquer à tous les systèmes d'oppression que subissent les femmes. Et par exemple, vous pouvez avoir des services gender spécifiques qui vont accueillir par exemple des femmes enceintes, voilà, pour leur accorder un espace sécurisé, mais qui ne s'intéresseront pas obligatoirement aux différents systèmes d'oppression que les femmes peuvent subir. Ce qui était très intéressant aussi, je trouve, dans ce que vient de dire Isabelle, c'est aussi ce que vous faites sur limiter aussi les formes de stigmatisation qui peuvent exister à l'intérieur des groupes effectivement de femmes. Et en ce sens-là, c'est aussi gender transformative. Bonjour, j'avais une question justement donc sur, vous évoquez ces espaces, où l'accès est favorisé et plutôt réservé aux personnes qui sont des femmes cis ou des femmes transgenres. Et je me demandais, vu que le but c'était de réduire l'impact du sexisme en fait sur les soins et dans le libre accès à la parole, qu'est-ce qu'il en était des personnes transmasculines ? Alors, sur la question des personnes transmasculines, moi, je peux en parler dans le cadre du groupe donc de Festif Marseillais. Ces personnes-là sont accueillies également dans le cadre du groupe et peuvent faire part des expériences de transphobie qu'elles peuvent être amenées à subir. Et en tout cas, moi, là, il y a 7 focus groupes, donc regroupant à peu près une dizaine de personnes que j'ai pu co-animer avec les participantes. Et en fait, dans le groupe, on a une personne transgenre masculine qui partage complètement les mêmes expériences, en tout cas de discrimination, que celles des femmes qui sont présentes dans le groupe. Et donc, cette personne, d'ailleurs, qui sera présente à Paris, joue un rôle extrêmement actif dans le groupe, parce qu'elle, voilà, non seulement elle a des discriminations qui sont liées à la question de la prise en charge de la santé mentale de la même manière, mais également de la question de fragilité et consommation de drogue. Donc le témoignage là que j'évoquais sur le fait de ne pas pouvoir exprimer le fait qu'on consomme de l'acide, par exemple, dans une fête, c'était aussi lié au fait que, en tant que personne transgenre, il y avait de la part de ses amis aussi une attention particulière au fait qu'elle pourrait être plus fragile, donc la protéger, et que ses consommations pourraient être un moyen de soulager, par exemple, des problèmes de santé mentale, alors que cette personne explique que non, elle consomme, elle considère qu'elle n'a pas de consommation de drogue problématique, mais le fait qu'elle soit une personne transgenre fait que tous les aspects de son existence sont pathologisés. Et donc, en fait, ça rentre complètement en écho avec ce que vivent les femmes. Donc, voilà, ces personnes sont également accueillies dans le groupe. Oui, c'est une excellente question. Peut-être dire aussi que ce que j'ai présenté, ça s'inscrit dans un plus large projet, puis qu'on développe aussi avec justement Aztec, qui est un groupe en réduction des risques par et pour les personnes trans, qui s'inscrit dans un organisme de réduction des risques, un volet sur ces questions-là plus larges. Donc, la question de la mixité, de fait, d'une part, il y a des services spécifiques pour les personnes trans. Ça, c'est
un type de service, hein, quand on parle de mixité. En même temps, ce qui est nommé aussi, c'est comment amener, dans les besoins, comment amener un espace sécuritaire plus dans l'ensemble. Parce que là, ça peut laisser croire que seuls des services non mixtes seraient aussi des soins gender transformatifs, ce qui n'est pas le cas. Donc, peut-être ça me permet de nuancer. 15 minutes, c'est court. D'une part, dans les régions quand on n'est pas dans un centre urbain, par exemple, de faire des services non mixtes ou que pour les personnes trans, ça devient impossible, carrément. Et il y a toute l'importance d'amener cette question d'un espace sécuritaire plus largement dans les services, incluant les services mixtes. Et donc, je dirais que dans les visées du projet, c'est aussi de rendre compte des perspectives et des besoins de ces personnes dans l'ensemble des services au Québec, par exemple, et ailleurs, pour développer une sensibilité puis réduire la stigmatisation dans l'ensemble des services et non pas que les services dédiés. Donc, et comment laisser une place, soutenir, financer les services dédiés par et pour les personnes qui le souhaitent, mais ce n'est pas toujours possible, et favoriser un accès équitable et sécuritaire dans l'ensemble des soins. Je ne sais pas si ça répond en partie. Oui, ça va aussi en complément parce que il y a une période qui a été aussi une période de sensibilisation des professionnels, de changement de représentation sociale aussi des professionnels, on ne le dit pas. Je vous parlais de 27 ans d'existence. Moi, je suis arrivée à Charonne, donc en responsabilité de cet espace femmes en 2010, 2009, donc au premier déménagement. Et il y a quelque chose sur lequel on a tout de suite travaillé avec l'équipe, c'est que l'espace dédié aux femmes ne soit pas simplement tenu ou pris en charge par des professionnels femmes. Parce que jusque-là, c'était le cas. Donc pendant une quinzaine d'années, seules les femmes accueillaient les femmes. Donc on a changé tout ça. Déjà, ça a été un gros travail. Et on a mixé l'équipe, pour le coup, sur l'espace dédié aux femmes, qui était composé de 4 éducateurs, donc 2 garçons, 2 filles. Bon, la parité, ça, c'était un hasard, mais on était aussi tombé sur la parité. Et puis sur la question effectivement, de cette inclusion et de l'accueil des trans féminines, ça a vraiment été quelque chose que les personnes nous ont demandé. Je ne connais pas d'endroit, en tout cas sur la question des addictions, je ne connais pas d'endroit sur les trans masculines de même type, en fait, c'est vrai. Mais en revanche, sur la question de l'inclusion, de toute façon, c'est vrai que ça répondait à un besoin. Il y a une quinzaine de personnes qui fréquentent cet espace dédié aux femmes, donc transféminines du coup. Mais c'est une très bonne question, pertinente sur la transmasculinité. Ouais. Ça intéresse. Donc, dans le cadre des webinaires là, du projet Gender Harp, on aura le 24, donc mardi après-midi, une présentation donc, de Wouter van den Plaschen qui va développer donc le modèle de Pedersen qu'a présenté Karine autour de gender transformative, si vous voulez avoir plus d'éléments. Et le lendemain, le mercredi 25, on aura une présentation de Clark Pigné-Dolly sur la question des personnes transgenres et de leur accès aux soins. Voilà, où vous pourrez avoir plus d'éléments. Oui. Ah, monsieur, il y a madame aussi. Bonjour. Vous avez très bien rappelé à quel point la notion de stigmate, de genre, de représentation, je dirais aussi de prophétie autoréalisatrice est présente dans la société. Et je voulais savoir s'il existe des études de l'état de ces représentations dans le milieu professionnel, du soin, du social, du médico-social, puisqu'effectivement il y a des enjeux de transformation de la société, mais spécifiquement pour nous aussi dans le milieu du travail qui nous préoccupe. Peut-être, donc on va prendre juste votre question et puis la question de madame. Je vais peut-être te laisser répondre, Anne, peut-être par rapport aux questions de presse. Oui. Ouais, alors il y a quelques publications effectivement sur la stigmatisation par les soignants et c'est super intéressant. Donc il y a ce que j'ai présenté là sur le Brésil et donc sur leur vision de la femme. Donc oui, que c'est une personne fragile, c'est une personne dépendante. Ils essayent de jouer sur la grossesse. Enfin bon, ça on en a reparlé plusieurs fois, etc. Donc bon bah là, je pense que il y a ça, et puis il y a ce côté effectivement du médecin qui va être dans la surprescription pour la femme ou qui va trouver qu'elle parle trop de sa douleur et donc qu'elle surjoue. Ou enfin voilà, il y a toutes ces choses-là peut-être qui peuvent être intéressantes. De toute façon, je pense que si vous êtes là, vous avez déjà, je pense aujourd'hui, compris beaucoup de choses. Enfin, j'espère, et donc vous avez déjà avancé.
va prendre une dernière question. Du coup, ma question, ça vient un peu en complément. Je me demandais comment concrètement les équipes sont formées ou qu'est-ce qui se passe dans vos services pour avoir une réflexion, parce qu'on se rend compte effectivement que des fois on peut avoir des représentations ou des choses totalement inconscientes qu'on va pouvoir, je trouve pas le mot, mais qu'on va pouvoir, tout le travail de déconstruction, comment ça a été fait? Est-ce qu'il y a des formations qui existent? Est-ce que c'est au quotidien Il n'est pas du tout terminé, ce travail de déconstruction. Les équipes, en plus, il y a un turnover assez important. Donc, il faut... Alors, la sensibilisation, je dirais, la première, elle est au contact et en lien avec les femmes et le public reçu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez un espace suffisamment ouvert et avec suffisamment de possibilités pour qu'il y ait des échanges, jusqu'à des échanges intimes, en fait, alors avec une infirmière, avec le médecin présent, mais avec l'équipe socio-éducative aussi. Ensuite, il y a des sensibilisations qui sont faites quand, à un moment donné, on va s'associer à Consentis pour parler du consentement, même si c'est plus spécifique du consentement festif, mais ça se vaudra aussi sur un accueil. On travaille à un moment donné avec des psys sur la question du psychotrauma, parce que quand les femmes viennent, femmes ou hommes, mais là je parle des femmes, mais femmes viennent délivrer ces messages d'agression physique ou d'agression sexuelle à des éducateurs spécialisés, ça peut devenir très très vite lourd et compliqué s'il n'y a pas un accompagnement. Donc il y a un accompagnement de ces professionnels, par exemple, à supporter au bon sens du terme le discours reçu violent de ces femmes. Voilà, il n'y a pas des journées ou un cursus particulier. Il y a dans le parcours de professionnalisation des éducateurs spécialisés, des infirmiers, des médecins, à un moment donné, des occasions de pouvoir être auprès de professionnels, comme on le fait sur la santé mentale, par exemple, avec l'ancienne équipe de liaison psychiatrique, aujourd'hui l'équipe de liaison addicto, pardon. Voilà, c'est plus comme ça. Après, c'est très différent là depuis 5 ans, effectivement, qu'il y a 15 ans. C'était un petit peu plus compliqué, même de trouver des professionnels qui viennent en sensibiliser d'autres. On a beaucoup travaillé avec AIDS aussi. Enfin, voilà. Après, il y a... Mais je dirais que le plus gros du travail, il est vraiment fait parce qu'au-delà de l'inclusion de ces femmes et de cette diversité que l'on se voulait d'avoir à l'espace dédié aux femmes, il y a aussi vraiment un échange entre les professionnels et les personnes accueillies. C'est un peu l'idée de la relation de transformation, c'est-à-dire que d'être en contact avec les personnes, ça vient nous changer aussi. Complètement, parce que ça passe par les représentations sociales dont je parlais tout à l'heure, voire un peu plus que ça, hein, parce qu'il y a aussi des discours qui sont violents. Et quand je parlais de la violence, quand l'espace dédié aux femmes était accolé à l'espace non genré, l'espace mixte, c'était extrêmement violent, y compris chez les professionnels qui ne comprenaient pas pourquoi on pouvait accueillir certaines personnes. On va clore là-dessus, sur cette idée de la rencontre et de faire évoluer les représentations sociales. Merci beaucoup aux intervenantes, merci beaucoup à la salle pour ces échanges riches et à bientôt.